Je vous propose de démarrer effectivement avec notre première séquence, celle de l'attractivité du développement économique. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre première table ronde et nos invités, on voulait démarrer ces premiers échanges avec une mise en perspective, si je puis dire, dans ce monde aux équilibres bouleversés. Quels enjeux pour le territoire francilien? Comment absorber d'une certaine manière un peu les soubresauts économiques? On a donc dédié notre première carte blanche autour de ces enjeux avec Madame Claire Charby, chef de l'unité Attractivité régionale et intégration des migrants de l'OCDE. Claire, sous vos applaudissements, c'est à vous. Où vous voulez. Merci beaucoup, merci à tous pour votre accueil, ces propos préliminaires qui vont bien dans le sens de ce que je vais raconter, avec la puissance bien sûr de l'Île-de-France, mais parfois on a des pieds un peu fragiles, donc il faut identifier les priorités. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, je vois mes slides, oui. Alors déjà un petit rappel, il y a non seulement des événements importants dans l'Île-de-France, mais il y a aussi des organisations internationales. Parmi elles, il y a l'OCDE depuis plus de 60 ans, vers la porte de la Muette. Ça veut dire de 2500 à 3000 staff. On organise des conférences. Donc c'est un win-win, si je peux m'exprimer ainsi, puisque Paris est un levier d'attractivité pour nous quand on veut faire venir nos délégués du monde entier. Mais en même temps, on rétribue, entre guillemets, il y a une contribution pour cette présence internationale sur le territoire. Dans le cadre des activités de l'OCDE, moi je sers un comité, vous savez, tous les pays, il y en a 38 maintenant, délèguent à chaque fois un responsable de niveau ministériel, pas un ministre, ça c'est quand on fait des réunions ministérielles, mais un responsable dans les ministères les plus importants pour contribuer au débat, au partage d'expériences, pour nous guider dans notre programme de travail. Vous connaissez tous, je pense, le comité de l'éducation et ses résultats PISA, par exemple. Nous, on sert un comité qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelle le comité des politiques de développement régional. C'est les acteurs centraux qui sont représentés, mais on travaille énormément à l'échelle des régions, et je vais retracer ces données. Alors, si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, on fournit différentes bases de données. On fournit des bases de données complètement publiques, en accès public. Ces bases de données sont ouvertes à tous. Elles permettent de comparer les régions. Dans notre jargon, le NUTS2, ça s'appelle Territorial Level 2, le TL2, parce qu'on ne peut pas comparer les NUTS avec des limitations aux États-Unis, au Canada ou en Asie. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne fait pas simplement des comparatifs à l'échelle TL2, on fait des comparatifs parfois à l'échelle TL3, donc au niveau des départements en France. On a créé une base de données des métropoles du monde, des régions métropolitaines qui ne sont pas les régions, ce n'est pas le Grand Paris, ce n'est pas les régions métropolitaines au sens administratif du terme, ce sont vraiment les bassins d'emploi, les bassins de comment on dit, navettage, commuting. Et donc ces bassins un peu réalistes sur la vie économique, la vie des personnes sur un territoire donné, dans ces bassins d'agglomération, juste pour illustrer un petit peu ce que l'OCDE entend par zone métropolitaine, zone fonctionnelle de Paris. Eh bien, vous le voyez, à côté, bien sûr, de la capitale, la ville qui est assez petite par rapport à son bassin de rayonnement. Vous avez cette zone en bleu foncé qui est déjà le cœur métropolitain qui embrasse, qui dépasse les périmètres du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris. En fait, le bassin métropolitain, c'est pratiquement la région, voire ça la dépasse en certains lieux. Donc on a là une réalité économique qui trace l'importance de l'Île-de-France au-delà même des périmètres administratifs. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a des enjeux de gouvernance pluriniveau, ça a été évoqué tout à l'heure, qui sont assez complexes. Donc je ne vais pas m'étendre sur ces sujets. Et on passe à la suite, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous proposer en matière de contexte, on a sorti un rapport, on peut passer, voilà. On a sorti un rapport en octobre, on sort un rapport sur les perspectives régionales tous les 2 ans, le Regional Outlook. J'ai amené quelques exemplaires des principaux messages en français. Qu'est-ce que nous dit ce rapport? Ça nous dit en gros que les différences entre les régions depuis 20 ans ne sont pas accentuées entre les grandes régions. Les différences entre pays non plus, il y a quand même un phénomène de convergence. En revanche,
les disparités entre territoires de plus petite taille, les disparités notamment de proximité, se sont accentuées. À l'échelle du comparatif interdépartement, il y a plus de disparités en France aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Et donc, si on regarde cette diapositive, sur la colonne de droite, vous avez les pays dans lesquels les disparités se sont accrues. La colonne de gauche en vert, les pays où elles ont décru, où il y a une certaine convergence entre la richesse, le PIB par habitant. Or, on les a montrés par tranches. La tranche supérieure, c'est les pays riches. La France en est. Hein. Dans ces pays riches, les pays qui connaissent un accroissement des disparités, ce sont, je cite des exemples, Japon, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, donc on n'est pas tout seul, je suis française aussi, hein, donc on n'est pas tout seul dans ce schéma-là. Sur le côté gauche, vous avez ceux dans la tranche supérieure, où effectivement on est les plus riches aussi, mais là les disparités ont réduit. Et parmi ces pays, on trouve l'Allemagne, la Norvège, l'Autriche, etc. Donc, on a des configurations différentes et une problématique forte en matière de rattrapage, de convergence. Slide suivant. Pourquoi c'est important? Alors, on le sait tous, ici, ça a été rappelé par Madame la vice-présidente, l'Île-de-France a pas vraiment besoin, de rattraper quiconque, a besoin en revanche de préserver sa position de leadership. Or, les régions métropolitaines ont des avantages. Si on regarde sur cette carte-là, on s'aperçoit sur le tableau de droite que la croissance par PIB, sur le haut, le trait en bleu, ce sont les très grandes métropoles. Elles s'en sortent toujours mieux que le trait en vert, qui sont les plus petites ou qui sont éloignées d'une métropole. D'accord ? Elles s'en sortent toujours mieux en subissant bien sûr les chocs, la crise 2008-2010, la crise du Covid. Et si on regarde à gauche, ce qui est intéressant, c'est que ces territoires sont aussi ceux où la croissance de la population a été la plus forte. Donc l'attractivité est largement liée, bien sûr, à l'agglomération des personnes, à l'attractivité des personnes. Et l'enjeu principal, ça va être l'objet de ma communication aujourd'hui, c'est d'attirer les talents, mais les talents au sens large. Slide suivant, s'il vous plaît. Sur la droite, je vais juste insister là-dessus, si on fait une projection de la population de 2020 à 2040, bon, en gros, on le sait tous, on vieillit, personne n'est gagnant. Les régions qui s'en sortent le plus dans les pays de l'OCDE sont les régions métropolitaines. Elles attirent par l'emploi, elles attirent par l'offre de services, elles attirent par la disponibilité d'infrastructures. Cependant, la courbe fléchit et on va voir s'instaurer entre ces grandes régions métropolitaines du monde une concurrence pour l'attractivité des personnes, l'attractivité des talents et particulièrement de la jeunesse. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce sur quoi je veux insister, c'est que cette attractivité-là, ces disparités-là, ne sont pas unidimensionnelles. Ce n'est pas seulement le résultat économique, le PIB par tête. Elles se retrouvent sur différentes dimensions. Je vous ai donné là l'exemple de la part de la population qui est dotée d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Systématiquement, dans tous les pays de l'OCDE, la ligne en pointillé, avec les petits points, ça retrace les zones urbaines. Bon, on s'en sort globalement mieux que l'histogramme du dessous, les touches de piano. Et la France est au niveau des deux traits moyens, en jaune pour les zones rurales, en rouge pour les zones urbaines. Donc on est dans la moyenne de l'OCDE, mais il y a toujours ce différentiel. Je l'ai donné là en termes un indicateur d'éducation, je pourrais vous sortir exactement les mêmes résultats en matière de couverture d'Internet au débit ou en matière d'accès à la santé. C'est-à-dire que les disparités ne se creusent pas seulement d'un point de vue économique, elles se creusent sur un ensemble de dimensions des écosystèmes territoriaux. Or, même si les métropoles, et particulièrement l'Île-de-France, s'en sortent bien, ce n'est pas sans risque. Alors là, je suis désolée parce qu'apparemment le slide n'est pas la bonne version, donc je vais vous raconter ce que ça dit. Ça dit en gros, on est familier en France, et d'ailleurs c'est maintenant comme ça que ça s'appelle dans les pays du monde entier, d'une géographie du mécontentement. C'est-à-dire qu'on a connu avec la crise des Gilets jaunes une expression du mécontentement très localisée, liée à un certain nombre de facteurs, d'accessibilité aux services publics, de sentiment que la globalisation favorise les autres et pas nous. Il y avait tout un ensemble de facteurs. Sur cet indicateur-là, on mesure la confiance dans les institutions nationales. C'est quand même un reflet fort de si les personnes croient ou pas en un avenir commun, en quelque sorte. On s'aperçoit que la France, vous ne voyez pas là, c'est le 3e
montrer, c'est-à-dire parmi les pays les pires en matière de confiance, après notamment le Japon et un pays balte, je crois que c'est la Lituanie. Donc ces disparités-là, une espèce d'avantage, on pourrait dire en France, c'est qu'en fait, elles ne sont pas très différentes d'un endroit à l'autre. Il y a un refus massif, un déni un peu massif, une perte de confiance massive dans les institutions, et elles marquent des territoires où ceux qui ont le moins confiance en France, c'est la région du Nord-Est, ceux qui ont le plus confiance, c'est la région d'Île-de-France. Donc là où on vit mieux, on a plus confiance dans les institutions. Pour répondre à ces défis, slide suivante s'il vous plaît, il y a des stratégies d'attractivité. Bon, on y a travaillé avec la France, avec l'appui de la Commission européenne, et on a travaillé récemment avec tout un tas d'autres pays, Portugal, Irlande, Suède, notamment sur des études métropolitaines qui n'ont rien à voir avec l'Île-de-France, mais la zone métropolitaine de Lisbonne, la zone métropolitaine de Dublin rencontrent dans ces deux pays, Irlande et Portugal, des défis, parce qu'elles sont super attractives, mais elles connaissent du coup les difficultés d'une hyper-attractivité par rapport aux disparités dans le reste du pays. Donc, quand on est l'Île-de-France, il faut penser au reste. Et c'est une des difficultés, mais comme l'a rappelé Madame, il faut non seulement penser au reste, mais aussi aux disparités internes au périmètre de la région. Alors, bon, la slide suivante, on est dans un... Comment penser l'attractivité dans un tunnel de crise? On les a cumulés, hein. On les a cumulés avec, bien sûr, la crise du Covid. On pensait à un monde nouveau après, paf, agression de la Russie contre l'Ukraine, guerre, prix de l'énergie. On pensait que ça ne se passe pas, d'ailleurs, mais on pensait avoir trouvé des solutions par rapport à une plus grande autonomie énergétique. Paf, crise et inflation majeure et nouvelle guerre, avec des conflits larvés, y compris à l'intérieur des pays qui ne sont pas les belligérants. Donc on est là dans un contexte qui accentue la perte de confiance, la défiance. Or, les investisseurs, ils ont besoin de ça. Les investisseurs, mais aussi les salariés, surtout quand le marché est tendu et que, pour certains métiers, le pouvoir est entre les mains des salariés, enfin, les mains des employés plus que du côté des employeurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tous les pays, tout d'un coup, se sont saisis, on a réenchanté la politique industrielle. Pendant des années, ça a été un mot tabou, on ne pouvait pas l'évoquer, c'était anticoncurrentiel, c'était du protectionnisme. Aujourd'hui, tout le monde y va de son grand projet. Bien sûr, on connaît l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, on connaît la réponse européenne, il y a tout un tas de projets, mais notamment le Net Zero Industry Act. La France n'est pas restée en reste, et il y a un grand projet de réindustrialisation, de relocalisation, de filières stratégiques. Donc, du coup, on recrée des concurrences d'attractivité territoriale pour des grandes filières industrielles, des grands enjeux, notamment pour garantir un avenir plus vert que ce qu'il n'a été jusqu'à présent. Je vais vous donner un exemple. Entre 2004 et 2021, la part des investissements directs étrangers dans les énergies renouvelables, parce que le futur est quand même un peu là, par rapport au total des investissements directs à l'étranger liés à l'énergie, est passé de moins de 10% à peu près 90% dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que tout d'un coup, on shift et on met tout dans les énergies renouvelables. Ça crée une concurrence démente. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de pays et de territoires où je suis allée qui nous disent « Moi, ma stratégie, madame, c'est l'hydrogène. Moi, ma stratégie, c'est la biomasse. » Tout le monde est dans ces secteurs-là. Or, dans ces secteurs-là, il n'y a pas énormément de talents qui sachent. Et donc, encore une fois, on crée une forme de concurrence. Donc, pour penser l'attractivité dans ces différentes dimensions, on a réalisé une sorte de synthèse et on a caractérisé en 6 dimensions majeures ce qui fait l'attractivité régionale. Bien sûr, l'attractivité économique, l'innovation, la dynamique du marché de l'emploi, tout ça, c'est très connu. On a voulu aussi insister sur l'attractivité auprès des visiteurs. Donc, on a la même démarche que l'agence de considérer que investisseurs et visiteurs doivent être traités d'une manière un peu commune, même s'ils ne sont pas les mêmes cibles. Donc, le capital culturel, toutes les variables de disponibilité en matière d'offres touristiques. On a considéré, bien sûr, le logement et le foncier. On n'attire pas des industriels sans foncier. Il y a toute une stratégie de réhabilitation, de transformation du bâti urbain, précisément pour attirer aussi des industries dans des milieux urbains. Mais autant vous dire que c'est aussi la solution pour des territoires plus ruraux, parce qu'eux, ils en ont du foncier. Hein. Bon, avec la ZAN, ils sont parfois un peu coincés, mais ils en ont et ils cherchent à le mettre à profit. On a pensé bien sûr au bien-être des résidents, on n'attire pas des talents si on n'offre pas de services publics, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux services de manière ou d'autre.
la cohésion sociale, un territoire trop violent n'est pas attractif. Tous les réseaux qui permettent de connecter, donc réseaux bien sûr d'infrastructures de transport, mais pas seulement. Les réseaux aussi d'accès à la technologie large bande sont absolument prioritaires dans la décision d'investir dans un territoire. Enfin, et c'est nouveau, on n'attirera personne si on n'a pas une bonne qualité environnementale, à la fois un capital naturel qui est préservé, mais aussi des actions publiques vers une économie plus circulaire, vers une préservation de l'énergie, vers une préservation de la qualité de l'air, etc. Quand on met tous ces indicateurs ensemble, à l'échelle vraiment macroéconomique, on s'aperçoit de quoi? Ce qui attire les investisseurs, c'est essentiellement la disponibilité des talents, les compétences, et ensuite la qualité des infrastructures. On sait ça très bien. Mais du coup, on s'interroge. Qu'est-ce qui attire les talents? Ce qui attire les talents, bien sûr, qualité des infrastructures, c'est important, mais ce qui est ressorti, c'est deux autres variables importantes. La diversité dans un territoire, et notamment la diversité au sein des universités. Le multiculturel, c'est un facteur d'attractivité. L'internationalisation des entreprises, des lycées, c'est un facteur d'attractivité. Un point supplémentaire, et il n'est pas neutre dans notre région, c'est le logement. Si on n'offre pas de logement abordable, on a du mal à attirer les talents, notamment en début de carrière. Et par talent, j'ai une acceptation large. C'est-à-dire qu'on ne fait pas vivre des villes juste avec des super diplômés. On a absolument besoin de tous. Et il y a énormément d'industries qui aujourd'hui manquent de bras dans des jobs beaucoup plus techniques, beaucoup plus basiques, moins diplômés, mais qui sont absolument cruciaux. Enfin, ce qui attire les visiteurs, c'est un tissu industriel, créatif, de PME, d'entrepreneuriat. Il faut une multitude de services. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on a fait ressortir que les touristes sont de plus en plus sensibles à la qualité environnementale. Et on est là dans une sorte de paradoxe. Plus on les attire, plus en gros ça risque de dégrader l'environnement et donc ils ne viendront plus. Mais si on ne les attire pas, on ne fait pas du chiffre économique. Donc on est là dans une des caractéristiques fortes, un des arbitrages majeurs qui caractérise les politiques d'attractivité. Il y a des arbitrages à conduire. Slide suivante. Si on met tout ça, non pas dans une approche macro-sectorielle, mais en focalisant sur certaines régions. Et donc on a proposé des boussole d'attractivité régionale à un ensemble de régions. Là, j'ai fait l'exercice avec mon équipe pour l'Île-de-France. Et pour vous expliquer comment ça marche, sur les points en bleu, vous voyez la différence par rapport à la médiane, qui est le pointillé en noir au milieu, par rapport aux autres régions d'Europe. Les points en rouge, c'est la différence par rapport à la même médiane pour les autres régions françaises, même si on sait très bien qu'en matière de comparaison, l'Île-de-France se compare plutôt à d'autres qu'aux autres régions françaises. Plus ces points sont vers l'extérieur, plus on est performant. Plus on se rapproche du centre, moins on est performant. Et là, on a une caractéristique vraiment d'une grande région métropolitaine. De grands succès en matière économique, en matière d'innovation, un grand capital culturel. Donc c'est aussi une ville qui se double d'une attractivité touristique. L'éducation, la connexion, le transport, tout ça, ça marche très bien. Mais le prix à payer, c'est le foncier, le logement, et de l'autre côté, la qualité de l'environnement. Donc, ça se resserre sur ces variables-là. Alors, on travaille par exemple aussi sur la ville de São Paulo, sur la grande métropole de São Paulo, parce qu'aujourd'hui, au début, cet exercice nous a été demandé par des régions qui se considéraient un peu les perdantes de l'attractivité. Et aujourd'hui, on nous demande, d'autres grandes métropoles, comme l'Île-de-France, nous disent, nous, on veut penser notre résilience pour l'attractivité future. Et on sait très bien que si on n'a pas une qualité environnementale, si on n'est pas plus inclusif, on n'attirera pas. Par exemple, je vous donne un autre comparatif plus familier pour l'agence, le Grand Londres. Le Grand Londres, c'est comme Paris, mais en plus exagéré, si je puis dire. C'est-à-dire qu'encore plus de pression sur le logement, encore plus de pression sur le capital naturel et des succès, bien sûr, en économie, en marché du travail, en digitalisation, pas forcément aussi bons en matière de qualité de transport, comme ça a été rappelé précédemment. J'ai presque fini. La slide suivante. Vous m'avez entendu, j'ai parlé de tourisme,
j'ai parlé d'infrastructures, j'ai parlé de services publics, j'ai parlé d'économie, j'ai parlé d'entreprise. Ça veut dire qu'autour de la table, pour penser l'attractivité, il faut une multitude d'acteurs. Une multitude d'acteurs dans un tissu industriel donné, mais aussi une multitude d'acteurs entre niveaux de gouvernement, hein, que ce soit les collectivités locales, les EPCI, les départements. En France, on a quand même pas mal de couches. Parfois, ce n'est pas évident à expliquer à l'étranger. Donc, on a fourni des feuilles de route, on a fourni des indicateurs pour gérer ces problématiques d'attractivité, avec un point essentiel aujourd'hui pour moi, c'est vraiment de dire que la course du futur, c'est l'attractivité démographique. Et l'attractivité démographique n'est pas sensible au même levier que ne le sont les investisseurs. Donc voilà la conclusion, et je pense que les débats pourront illustrer ces éléments. Si vous avez des questions, elles sont bien sûr les bienvenues. Merci. Merci beaucoup Claire Charby.